Lucille Pétavin a écrit Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, aux éditions Anne Carrière. Comment avez-vous calculé le coût de la virilité? Alors, le coût de la virilité, eh bien, c'est un essai que j'ai écrit en partant d'un constat, qui est que les hommes sont responsables de l'immense majorité des délits, des faits de criminalité, des comportements à risque, de tous les comportements asociaux dans notre société. Si bien que quand on regarde les chiffres officiels, on s'aperçoit que 83% des mis en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, que la population carcérale est à 96% masculine. Et quand on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc 86% des auteurs d'homicides, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 99% des auteurs de viols, etc., etc. Et donc je me suis dit que tout cela devait avoir un coût faramineux pour l'État, pour la société, chaque année. Et donc je me suis lancée dans ce calcul, donc le coût de la virilité, qui est un coût direct effectivement pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et un coût indirect qui est lui supporté par la société puisqu'il y a des victimes, donc des coûts humains en termes de souffrance physique, psychologique, de perte de productivité, etc., etc. Et donc en additionnant tous ces coûts, j'arrive à près de 100 milliards d'euros par an. Donc c'est tout à fait colossal. C'est équivalent à peu près au déficit annuel du budget général de la France avant le Covid. Mais c'est une somme qui est quand même sous-estimée. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'il y a une difficulté à trouver des statistiques pour tous les types d'infractions, donc des statistiques ventilées par sexe. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale, et là aussi on ne peut pas les prendre en compte dans ce calcul. L'éducation, la socialisation des hommes sont en cause? Alors effectivement, les hommes ne sont pas violents par nature. Il y a des femmes qui sont capables de violence et des hommes qui sont pacifiques et qui le resteront toute leur vie. Donc ce n'est pas une question de sexe. Et d'ailleurs, effectivement, la science aujourd'hui nous explique que les origines ne sont pas biologiques. Ce n'est pas la testostérone, puisque des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente. Et puis ce n'est pas non plus le cerveau, puisqu'on sait que lorsque l'on naît, on n'a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites. Les 90% se modèlent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc là non plus, le cerveau n'est pas à l'origine de nos comportements et des comportements agressifs des hommes. Et puis, il y a aussi les études de paléohistoire qui nous montrent que finalement, les rôles entre les hommes et les femmes étaient beaucoup plus égalitaires au temps des cavernes. Donc, il n'y a pas finalement une nature, un état de nature dans lequel les hommes chassaient pendant que les femmes restaient dans les grottes. Et donc, il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale qui nous pousserait et qui pousserait les hommes à être des dominants. Par contre, effectivement, on s'aperçoit qu'avec les études de sociologie, les études qui ont étudié justement la façon dont on éduque encore aujourd'hui les garçons, on les élève, on les éduque à travers cette notion de virilité, donc qui est finalement qu'on pourrait résumer par être le plus fort. La virilité, c'est la puissance, c'est la force qui sert la domination de l'environnement, des autres, etc. Et donc on éduque encore aujourd'hui les garçons de cette façon. Alors on n'en a pas toujours conscience parce que ce sont des schémas à travers lesquels on a nous-mêmes été éduqués et que l'on transmet de façon pas toujours consciente. Mais effectivement, les études de sociologie nous montrent bien par quoi ça passe, par quel mécanisme ça passe, et qu'effectivement, on éduque encore aujourd'hui les garçons à être les plus forts et on les acculture finalement à la violence. Et tout ça, bien sûr, commence au berceau. Effectivement, ça commence dès les premiers jours de la vie des enfants
on ne sociabilise pas un garçon comme on ne sociabilise une petite fille. Par exemple, avec les garçons, on va avoir des rapports beaucoup plus toniques, donc on va valoriser leur force physique, on va moins développer chez eux les sentiments, on va moins leur parler des sentiments. Par contre, on va beaucoup plus valoriser la colère que chez les filles. Également, on est beaucoup plus permissif avec les garçons, on les prévient moins du danger. Et puis, effectivement, cette question de la violence qui va passer par la culture, par les jouets, parce que encore aujourd'hui, par exemple, dans les catalogues de jeux, quand il y a une arme, elle est tenue dans 90% des cas par un petit garçon. Alors ça fait de plus en plus débat et tant mieux, mais aujourd'hui encore, c'est une réalité. Et puis effectivement, dans les livres, dans les films, l'immense majorité des héros qui vont s'adonner à une violence qui va être légitime, parfois tout simplement pour sauver le monde, eh bien on s'aperçoit que les garçons développent une appétence pour cette violence et une identification à ces personnages. Donc effectivement, on peut parler d'une éducation et d'une acculturation tout au long de la vie des garçons eh bien, à cette virilité et à ces comportements violents et ces comportements sociaux. Votre livre est un succès dans les milieux féministes, mais est-ce que les hommes et les femmes de pouvoir s'en sont emparés? Alors effectivement, la première chose, j'ai été quand même agréablement surprise par la sortie déjà médiatique, puisqu'il y a eu une large couverture dans la presse. Donc finalement, l'accueil a été très positif de ce côté-là. Alors après, aujourd'hui, effectivement, le livre fait beaucoup parler et notamment, je suis invitée dans beaucoup de milieux à en parler. Ça va être des milieux d'entrepreneurs, de collectivités territoriales, aussi d'associations féministes qui travaillent déjà sur ces questions, etc., etc. Et je m'aperçois quand même que le livre est très bien accueilli et envers des publics assez larges finalement. Aujourd'hui, les entreprises travaillent de plus en plus sur les sujets d'égalité et parfois sur des sujets qui dépassent un peu le cadre de l'entreprise, mais quand même il y a un lien parce que la façon dont on sociabilise les hommes et ces rapports de domination, eh bien aujourd'hui il y a des études qui nous montrent que dans les entreprises, les personnes qui sont dominantes vont créer une ambiance de travail néfaste et que ça a des répercussions négatives pour le bien-être au travail, mais aussi sur la rentabilité des entreprises. Et un management davantage humaniste, qui aujourd'hui est encore porté par les femmes, parce que les femmes sont davantage éduquées de cette façon, eh bien, est beaucoup plus positif pour l'entreprise qu'un management par la force et l'autorité. Et dans la sphère politique, quelles sont les réactions? Alors, dans la sphère politique au plus haut niveau, je n'ai pas eu de réaction, bien que j'ai envoyé mon livre dans les cabinets ministériels, enfin toutes les personnes qui sont en charge de ces questions de sécurité intérieure et d'éducation. Par contre, aujourd'hui, je suis de plus en plus effectivement invitée et puis il y a des gens qui viennent vers moi qui ont des responsabilités dans l'État, mais à un niveau peut-être un peu plus inférieur, enfin, en tout cas dans les territoires ou dans les villes, ou à ce niveau-là, ou alors dans des services de la justice, des personnes qui vont par exemple s'occuper des jeunes délinquants, ce genre de choses. Quelle est la prochaine étape pour faire baisser le coût de la virilité? Alors, je ne sais pas je ne sais pas combien de temps ça prendra parce que j'ai déjà l'impression que la prise de conscience, c'est la première étape et elle n'est déjà pas évidente. C'est-à-dire que quand je vais parler de mon livre, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de résistance encore sur ce sujet-là, notamment de la part des hommes. Et effectivement, quand on touche à l'éducation des garçons, à la virilité et finalement à la construction de l'identité des garçons et des hommes, c'est encore quelque chose qui est difficilement entendable. Donc je pense que la première chose, c'est effectivement la prise de conscience et j'espère que mon essai, à travers le coût économique, permettra aussi de prendre un peu plus conscience des effets néfastes de cette éducation à la virilité. Mais pour l'instant, on en est encore au début, je dirais.